Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, le village Merem coupé du reste du pays. Les fortes pluies tombées dans la région de l'extrême nord ont fait sortir le fleuve Tsanaga de son lit, rendant impossible la mobilité des riverains. Première élection régionale au Cameroun, Paul Biya convoque le corps électoral pour le 6 décembre 2020. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, le Cameroun aura ses premiers conseillers régionaux pour le 6 décembre 2020. Le chef de l'État, Paul Biya, vient de signer un décret convoquant le corps électoral. Paul Biya précise que les bureaux de vote seront ouverts dès 8h et fermés à 18h. Et parlant justement de la convocation du corps électoral de ces régionales par le chef de l'État, Paul Biya, notons que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, tient en ce moment même à Yaoundé une conférence de presse. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Plus de 1500 familles sans abri à l'extrême nord. Le bétail et des plantations détruites. C'est la conséquence de nouvelles inondations survenues dans l'arrondissement de Dargala, une grande première dans cette localité. D'autres précisions avec Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. Et je vous le disais, plus de 1500 familles sont sans abri dans la région de l'extrême nord Cameroun. Du bétail et des plantations ont été détruits. C'est la conséquence de nouvelles inondations survenues dans l'arrondissement de Dargala, une grande première dans cette localité. D'autres précisions avec Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. Les eaux du fleuve Mayo-Tsanaga à l'extrême nord n'ont jamais autant noyé les villages qu'elles traversent, comme c'est le cas en ce moment, avec de fortes pluies qui arrosent toute cette région sahélienne. Equinox Télévision est dans l'arrondissement de Dargala pour prendre le niveau de la montée des eaux torrentielles. Premier arrêt forcé au village Ouro-Mayo. La traversée à pied, à moto ou en voiture n'existe plus. Le petit radier servant de passage est à plusieurs mètres sous les eaux. Une embarcation de fortune fait des navettes, l'instant d'une furie du fleuve. Nous sommes dans le fleuve, à pirogue, en train de regagner le centre-ville. C'est pas facile avec la peur dans le ventre, mais nous allons arriver. Vos reporters et leurs motos déboursent 2500 francs CFA pour rejoindre le canton Kaéo, à l'autre rive. Les nouvelles du village Merem ne sont pas du tout gaies. Nous sommes en train de traverser pour aller de l'autre côté et voir ces personnes aujourd'hui sans abri, victimes des inondations. Vous avez vu des fois l'eau peut arriver au niveau de la poitrine, mais avec Equinox Télévision, au-delà des images, nous allons toujours rendre compte. La traversée se fait certes en 10 minutes chrono, mais nous ne sommes pas du tout au bout de nos peines. Sans la moindre piste où circuler sur terre ferme. 5 km à pied au bout d'une heure de marche, la moitié du corps dans l'eau. Nous voici donc à Merem. C'est l'eau là, il a au niveau des coups comme ça. Les autres endroits là, l'eau là, ça vient au niveau des têtes. C'est difficile pour amener, pour transporter l'enfant à l'hôpital là, c'est difficile. Nous remercions les équipes de Equinox TV. C'est les premières visites des inondations ici à Merem. Les eaux qui se retirent à compte-gouttes ont fait des gaffes à leur passage, rayant presque le village Merem sur la carte physique. Habitations, réserves de nourriture et bétail ont été emportés. Des étendues de culture dévastées. Les milles, tout ça, l'eau là, il prend tout ça. Nous sommes restés vides comme ça. Même quelque chose à manger, on ne peut pas avoir ça. Même quelque chose à dormir, il y a déjà certaines choses est déjà parties. Tout est donc irrécupérable. Des milliers d'hommes, femmes et enfants sans abri. Tous passent la nuit en plein air, sous le froid et la chaleur. Même nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, on n'a pas vu là où on va dormir. On dort à l'air libre comme ça.
avec les saisons de pluie comme ça, là, il y a les serpents, il y a les épiles, il y a tout ça là. Il y a beaucoup de pitié à Merem. Oh Dieu, regardez-nous. Sur des milliers d'habitants qui ont tout perdu, la désolation palpable ici a presque ruiné tous les espoirs. Espoir de pouvoir se bâtir une case, l'espoir de pouvoir se rendre à l'école le 5 octobre prochain. Ces familles, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui démunies, ils n'ont même pas de quoi manger. Ils vont faire comment pour subsister? À plus forte raison, n'est-ce pas, la rentrée scolaire. Je ne peux même pas vous dire qu'à Merem, il y aura, n'est-ce pas, une rentrée le 5 octobre. Je ne peux pas vous dire. Parce que présentement, nous sommes déjà aujourd'hui le 5 du mois de septembre. Avec cette allure, voilà encore, n'est-ce pas, le ciel qui signale encore, n'est-ce pas, les pluies encore. Ces enfants vont faire comment? Présentement, même d'ici, même pour aller dans notre village, c'est compliqué. Vous avez vu tout à l'heure, n'est-ce pas, quand nous étions en train de traverser, n'est-ce pas, le maillot. On est même mouillé, n'est-ce pas, jusqu'au niveau du cou. Le nombril, c'est dans l'eau. Ces enfants vont passer comment? Ces enseignants qui sont même logés, n'est-ce pas, à Maroua, ils feront comment pour arriver ici et enseigner ces petits-enfants? Le chef du canton Kaeyo a accueilli ce qu'il pouvait accueillir. Hélas, Lawan Yaya Daïrou Sidi est à bout de souffle. Jusqu'ici, aucune autorité administrative de Dargala n'a encore mis les pieds ici pour porter secours et réconfort aux habitants de Merem. Sa Majesté, aujourd'hui, n'est-ce pas, ne peut même plus dormir, même un instant. Ça, c'est le représentant de la chefferie que Sa Majesté a envoyé depuis 72 heures sur le village de Merem pour, n'est-ce pas, être aux côtés, n'est-ce pas, des sinistrés. Nous avons, n'est-ce pas, des cris, n'est-ce pas, énormes qui viennent, n'est-ce pas, en aide, n'est-ce pas, à la population de Merem qui aujourd'hui, n'est-ce pas, est une population souffreuse. Ils n'ont pas de quoi subsister. C'est donc un cri strident de détresse que lancent ces sinistrés, en espérant obtenir eux aussi leur part, non pas de nattes, mais de logements et d'aide alimentaire, pour des jours qui s'annoncent déjà difficiles, en cette saison de fortes précipitations sur l'extrême nord Cameroun. Situation similaire dans le département de la Mémé, au sud-ouest Cameroun. Des dégâts importants ont été enregistrés à la suite des plus fortes pluies qui se sont abattues le week-end dernier sur ce département. D'autres précisions avec Isabelle Carozoupet. Le scénario des pluies torrentielles, suivi de graves inondations, de plus en plus récurrent. C'est le cas cette fois au quartier Fiongo à Kumba, dans le département de la Mémé. Suite aux fortes précipitations qui se sont abattues ici le week-end dernier, plusieurs domiciles ont été engloutis par les eaux. Toutes les voies d'accès et les canaux d'évacuation d'eau n'ont également pas été épargnés, au grand malheur des riverains. Beaucoup de personnes n'ont pas dormi chez elles parce qu'elles ne pouvaient pas traverser cette eau pour regagner leur domicile. La pluie était très intense, les drains sont complètement bouchés, ce qui empêche l'eau de circuler. Quand je me suis réveillée, j'ai constaté que l'eau a envahi toute la maison. Je ne pouvais pas imaginer que l'eau devait arriver jusqu'à ce niveau. C'est la première fois que je vive ça. Les enfants étaient obligés d'aller dormir chez la voisine. L'eau a emporté toutes mes affaires. Toujours dans le même département, c'est la même catastrophe d'un quartier à un autre. Les populations des Combé-Bondi ont elles aussi subi ces inondations. Faute de voies pour circuler, l'eau a tout envahi ici. Difficile pour les motocyclistes, automobilistes et piétons de circuler sur ces voies. J'appelle la mairie à prendre ses responsabilités, à trouver des caterpillars pour faire des drains, débarrasser toutes les ordures qui bouchent ces canalisations. Parce que lorsqu'il pleut ici, l'eau a du mal à circuler et c'est ce qui crée ces inondations. Comme à chaque saison de pluie, des inondations ne cessent d'être enregistrées un peu partout dans le pays, faisant des morts et de nombreux sans-abri. Un bateau camerounais chavire dans les eaux territoriales de la Guinée équatoriale. L'appareil avait été retenu illégalement par un opérateur économique sous fond de litige avec une entreprise camerounaise. Un accident qui ravive les tensions entre les deux États. D'autres précisions avec Georges Mitterrand-Dam, Donald Brice Kamgan. En image, le bateau camerounais Monte Bianco qui a chaviré le 3 août dernier dans les eaux de Malabo en Guinée équatoriale. Amarré depuis 2017, l'appareil a coulé au bout de 3 ans sous fond de conflit entre l'entreprise maritime camerounaise Bush International et un partenaire équato-guinéen. Le partenaire en question avait retenu le bateau en guise d'action de représailles contre le Camerounais qui devait régler une dette liée à la non-livraison
d'un remorqueur appelé Bama Primo. Notre bateau Monte Bianco faisait la ligne de Tico-Malabo. Un jour, on était surpris qu'on a immobilisé le bateau là-bas à cause de la dette de Bama Primo. Bama Primo, un remorqueur dont la livraison n'a pu s'effectuer à raison d'une panne constatée après versement du montant dû. Le bateau a ainsi chaviré alors que le Camerounais a réglé une bonne partie de la dette réclamée. J'ai contacté Madame Cecilia. On a tout fait pour qu'elle libère le bateau. Bon, elle a préféré la garder jusqu'à quand on va rembourser l'argent. Ben, quand on les a envoyé les sommations, quand elle a compris qu'on va porter plainte, elle a dit que c'est l'État guinéen qui a arrêté ce bateau. C'est là où l'État guinéen vient dedans. L'affaire est désormais sur le terrain diplomatique. D'après nos informations, le ministère camerounais des Relations extérieures est saisi du dossier. La partie camerounaise demande surtout le paiement des dommages subis du fait de cette situation. La société est fermée depuis, donc c'est énorme. Les employeurs ont perdu les emplois depuis, ça fait 3 ans. Tous les gars sont en chômage, qui travaillaient dans le bateau. On a perdu énormément, on a perdu des centaines d'emplois. Et on a perdu notre crédibilité, notre réputation, des centaines de contrats perdus. Nous avons saisi les responsables de l'ambassade équado-guinéenne au Cameroun sans obtenir de suite dans ce nouveau conflit. La partie camerounaise n'exclut pas de réserver une suite judiciaire à cette affaire. Ouvrons à présent la page éducation de ce journal. La situation des instituteurs lésés lors du dernier recrutement préoccupe leurs syndicats. Réunis à Yaoundé, les membres du 10 syndicats sous la conduite de leur président ont interpellé le Premier ministre sur les irrégularités ayant émaillé le recrutement de 3000 instituteurs par le ministère de l'Éducation de base. D'autres détails, c'est avec Aïe Cyril et Emmanuel Diop. Le respect des critères qui ont été... Ils sont nombreux à avoir perdu le sommeil depuis le 27 mai 2020, date de la publication du recrutement de 3000 instituteurs par le Minédub. Alors qu'ils estiment avoir été lésés et continuent d'exprimer leur colère, le syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres de parents se fait également sien ce cri de désespoir. Nous avons eu à faire des dénonciations par rapport aux irrégularités qui ont été constatées dans la dernière liste publiée par le ministre de l'Éducation de base. Nous les encourageons à continuer à manifester leur mécontentement parce que vous avez là des pères et des mères de famille qui ont servi la République pendant des années et qui aujourd'hui sont écartés par le critère âge parce qu'à plus de 40 ans, on ne peut plus postuler. Nous souhaitons que le Premier ministre, chef du gouvernement, puisse réellement se pencher sur ce problème afin d'y trouver des solutions à caractère social. Il y a également que pour ceux qui ont été recrutés à la faveur de ce programme, comme dans d'autres circonstances, le traitement des dossiers d'intégration ne se fait pas avec la célérité attendue. Aussi, le représentant du ministre de la fonction publique a-t-il précisé que des efforts sont de plus en plus faits dans ce sens. Parce qu'il a été instruit aux structures de gestion de traiter dans un délai de 100 jours 10 000 dossiers d'intégration des instituteurs contractuels. Nous avons au niveau du MIFOPRA déjà traité 8 727 dossiers d'intégration des IC. Vous voyez qu'au MIFOPRA, nous ne dormons pas. Ce congrès, qui a connu la participation des délégués venus des 10 régions, se veut un nouveau départ pour le bureau dont les clés ont été une fois de plus confiées à Charles René Koum. En dépit de quelques acquis, beaucoup reste à faire. Le SNICOM continue à relever les nouveaux défis qui l'attendent, notamment les nouveaux recrutements des maîtres, des parents et titulaires de CAPIEM et CAPIET, et évidemment le dossier des ex-instituteurs vacataires qui a été soumis à M. le ministre de l'Éducation de base. Nous comptons revendiquer les années précaires, la validation des années précaires de ces ex-instituteurs vacataires. Voilà quelques pistes de bataille que nous allons devoir mener au cours de ce prochain mandat qui nous a été donné par nos camarades. À la veille de la rentrée scolaire, ce n'est pas la grande sérénité dans les rangs des instituteurs et maîtres de parents. Ceux qui ont été recalés le 27 mai ne décolèrent pas et attendent toujours que ce qu'ils considèrent comme une injustice soit réparé.
Fuite des épreuves du baccalauréat 2020, quel sort est réservé aux personnes incarcérées? Pour maître Henri Emeran Kokam, avocat au barreau du Cameroun, si effectivement des infractions peuvent être convoquées, il faut néanmoins s'inquiéter de ce que le personnel de l'OBC incriminé dans cette affaire reste libre. L'analyse est signée Gizogo et Joël Essengue. L'affaire des incarcérés pour fraude au baccalauréat continue de susciter beaucoup d'émotions dans l'opinion. Selon maître Henri Emeran Kokam, avocat au barreau du Cameroun, les raisons de l'interpellation et de l'incarcération des mises en cause peuvent s'expliquer au regard de la nature de l'infraction mise en avant. S'il est avéré que des personnes ont eu des épreuves avant le déroulement de l'examen, les ont traitées, les ont partagées, ce qui relèverait à ce moment-là peut-être de la cybercriminalité. Donc c'est ce qui peut justifier qu'on ait interpellé des personnes de part et d'autre sur le territoire national. Cela sans pour autant que le motif de fraude aux examens soit écarté. La fraude, si on étend la compréhension, puisque la fraude vise à obtenir un diplôme qui est délivré par l'État, ce qui est dit dans le code pénal. Alors, s'il est avéré que ces personnes ont reçu des épreuves avant, alors il s'agit vraisemblablement, en attendant éventuellement l'issue de l'instruction qui est ouverte, il s'agit vraisemblablement d'un cas de fraude aux examens. Mais, souligne l'avocat au barreau du Cameroun, la curiosité dans cette affaire reste l'incarcération d'une partie seulement des mises en cause. On se serait attendu à ce que l'enquête judiciaire s'appuie sur l'enquête administrative pour pouvoir dégager les responsabilités des uns et des autres. Parce qu'aujourd'hui, l'impression que nous avons, c'est qu'on s'est concentré sur ceux qui ont consommé l'infraction sans s'intéresser à ceux qui ont déclenché la commission de l'infraction. Il demeure néanmoins curieux qu'on ait écarté une partie importante de l'enquête qui concerne l'office du baccalauréat, le personnel chargé de la reprographie, pour être précis. Sur ce point, maître Henri Kokam s'appesantit sur le sort du jeune Kevin Gassam et de ses compagnons d'infortune. D'abord, son âge ne milite pas qu'il soit détenu. Son statut ne milite pas qu'il soit détenu. Il s'agit d'un élève de 18 ans. Alors, est-ce que la meilleure façon de le corriger, si tant est qu'il ait commis l'infraction ou pas, est qu'il soit en détention? Le cas de toutes les personnes placées en détention, dans le cadre de cette procédure, nous préoccupe parce que nous pensons que le juge aurait pu procéder autrement. Désormais, la procédure a été renvoyée en information judiciaire avec un juge chargé de peaufiner cette enquête. Ce sera à lui qu'il reviendra de décider si les personnels de l'office du baccalauréat seront incarcérés ou pas dans cette affaire. Restons toujours en éducation pour préciser que l'avenir des universités privées et publiques au Cameroun préoccupe les syndicats, préoccupe les membres du syndicat national des enseignants du supérieur réunis en congrès à l'université de Tchang. Ils se sont penchés sur les conditions de précarité du personnel enseignant dans les universités camerounaises. Le compte rendu avec Leclerc Taken. Venus des différentes coordinations de leurs universités respectives, les enseignants-chercheurs réunis au sein du SIDEX viennent de se séparer à l'université de Tchang où ils ont tenu durant 2 jours les travaux de leur 3e congrès. Rencontre qui a permis à cette corporation de plancher sur la situation des enseignants au sein des universités camerounaises, minées par des mots de divers ordres et qui occultent l'exercice de leurs fonctions. Nous avons des problèmes liés aux conditions de vie du travail des enseignants. Nous avons aussi un problème lié à l'explosion du point zéro. Vous savez, avec la pandémie du coronavirus, on s'est rendu compte effectivement qu'on avait un problème d'accès à l'électricité parce que les universités sont dans le téléenseignement. Nous travaillons pour l'amélioration qualitative de nos conditions de vie. Par exemple, l'assurance maladie qui me tient tant à cœur. On ne doit pas nous réduire à l'alimentaire. Non, ce n'est pas ça le rôle de l'université au Cameroun. Les débats ont été l'occasion pour les universitaires de partager les expériences, d'émettre des idées nouvelles et novatrices dans le but d'apporter une autre vision dans l'enseignement supérieur adapté aux enjeux socio-économiques et même politiques actuels. Dans notre université, outre cette précarisation entretenue de l'enseignant-chercheur, entretenue à dessein pour museler, mais en réalité, ça participe d'une autre démarche sournoise, celle de contrôler la pensée. Et vous voyez les résultats, c'est-à-dire que
tout ce qui se passe là, l'université n'intervient pas parce qu'il est préoccupé par la recherche de la pitance. Le syndicat est ramené toujours à la recherche, à la revendication alimentaire du ventre. C'est-à-dire on veut les primes de la mondialisation, ça tombe quand? Ça tombe en temps, tout le volet recherche est mis de côté. Et les étudiants sont dans des conditions de vie terribles. Nous avons la responsabilité même d'éduquer le pouvoir. Qu'on quitte la démarche de revendication vraiment de l'intestin pour arriver à la revendication du cerveau, de l'intelligence. Donc qui forge notre identité. Si nous n'arrivons pas à élire nos propres responsables, c'est-à-dire qu'un chef de département, un doyen, voire même un recteur, on ne peut pas impulser une dynamique. Si on a un potentiel critique qui nous rend indépendants, autonomes, alors on pourra même, en bénéficier. Si on n'est pas capable d'influencer le pouvoir va nous contrôler. Et aucun pays n'est arrivé à l'émergence avec une université comme celle que nous avons. Nous devons prendre le pouvoir, pas le pouvoir par la révolution, on ne sait pas quoi, mais la révolution de la pensée. Si on n'arrive pas à assurer cette veille critique, on va voir ce qui se passe là. C'est-à-dire que des gens qui s'autorisent à faire n'importe quoi, à entretenir une industrie de cadavres, à entretenir la guerre, sans rendre même compte. Or, si l'université est forte, si les universités et les chercheurs sont assez outillés, assez visibles sur la scène nationale, on arrive à ce genre d'excès. Parce qu'ils vont conseiller. Vu le fonctionnement de notre société, il n'y a rien à faire. On va arriver à un moment où, à un point culminant, on ne pourra plus reculer et où ils ne pourront même plus assumer ce qu'ils sont en train de faire. Alors, c'est à l'université d'anticiper sur les évolutions. La professionnalisation des enseignants avec l'accroissement du nombre d'universités d'enseignement technique sont d'autres préoccupations de ces syndicalistes. Un nouveau bureau a été mis en place au terme des travaux pour conduire le combat du syndicaliste en tant qu'acteur principal de l'amélioration de la qualité des produits de l'enseignement supérieur au Cameroun. Parlons économie à présent afin de maîtriser l'implication des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat sur l'économie nationale. Le Cameroun se dote d'un annuaire statistique. Le document, dont l'analyse permet de noter que le tissu économique au Cameroun est influencé par le tertiaire, a été présenté à Yaoundé. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Selon les pouvoirs publics, le Cameroun dispose enfin de données sur la démographie des acteurs des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Ces données, qui permettent de mesurer et d'évaluer leur contribution au PIB, sont contenues dans l'annuaire statistique 2019 qui vient d'être présenté à Yaoundé. La présentation de l'annuaire statistique 2019 du ministère des petites et moyennes entreprises répond à une exigence. Celle précisément de disposer de données fiables, de voir à travers leur action, à travers leur développement, l'impact des politiques publiques ou alors l'impact du dispositif et des incitations qui leur sont offertes par le gouvernement pour assurer leur croissance et leur développement. Si l'annuaire statistique permet de cerner les évolutions enregistrées, il permet également, selon le MINMESA, de tirer les enseignements afin de s'améliorer. Pour que finalement on puisse peut-être apporter des améliorations à notre climat des affaires. De donner donc un meilleur contenu au partenariat public-privé pour que finalement ces acteurs-là jouent un rôle plus accru dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement de notre pays. L'annuaire statistique présenté à Yaoundé a été établi sur la base de données collectées sur le terrain. L'analyse de ces données permet de constater que le tissu économique au Cameroun reste fortement influencé par le tertiaire. Parlons santé à présent. Les autorités administratives et sanitaires de l'arrondissement de Tombel dans le département du Mungo intensifient la lutte contre le Covid-19. Une campagne de sensibilisation est en cours pour amener les populations à se soumettre aux tests de dépistage. Jacques Nomoulan et Eric Fopoussi.
Et c'est tellement que nous n'aurons malheureusement pas dans cette édition du journal une dizaine de kilomètres de route et la tribune de fête de Baham réhabilitée par le génie militaire. Les ouvrages qui vont faciliter la mobilité au centre urbain et désenclaver plusieurs villages des hauts plateaux de l'Ouest ont été réceptionnés par le délégué régional de l'économie de l'Ouest. D'autres précisions avec Marcelin Gansop et Leclerc Tsakem. Au bout d'une bonne dose de patience et après avoir côtoyé pendant longtemps de nombreux nids de poules, les usagers de la route principale qui va du centre-ville de Baham pour le carrefour Tsela à Badenkop, en passant par la préfecture des hauts plateaux, peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Avant c'était très mauvais, ça cassait tous les motos. On avait les trous par-ci par-là. Maintenant on est à l'aise, Nous sommes satisfaits si vous pouvez juste toucher les entrées des rues. Le travail serait mieux. Non, ça avait tous les trous, ça nous cassait les jambes presque tous les jours. Même si mes phares ne brillent pas, normalement je peux me débrouiller, aller n'importe où je veux présentement, parce que la route est bonne. En termes de rapidité, même de recettes, on s'en sort plus par rapport à avant, comme la route était franchement gâtée par rapport à avant. Maintenant on s'en sort un peu mieux. Les travaux de réhabilitation de cette voie stratégique ainsi que la rénovation de la tribune de Baham ont été conduits par le génie militaire. 5 mois ont suffi à la cinquantaine de personnels mobilisés pour relever le défi. Cette route qui en fait elle fait 10 km, mais il faut préciser ici qu'il y a 2 km de voie double, ce qui voudrait dire que nous sommes en réalité à 12 km de route. Bon, nous avons eu des difficultés. D'abord la première, c'est la grande saison de pluie, parce que cette année nous avons une saison particulièrement houleuse, beaucoup de pluie, et bien évidemment le Covid qui nous a obligés à ralentir un tout petit peu parce que nous avons dû diminuer nos effectifs pour ne pas avoir le nombre maximum de personnes sur le site, en respect des mesures barrières dictées par le gouvernement. C'est ce qui a fait qu'au lieu de 4 mois que devait durer ce projet, nous l'avons fait en 5 mois. Aujourd'hui, les populations peuvent se mouvoir aisément sur une route de 12 km faite en gravillonnage bicouche, en plus des travaux supplémentaires d'aménagement de plusieurs autres axes. Alors quand vous prenez 10 km sur une superficie d'autour de 400 km², ça veut donc dire qu'il y a une importante masse. Vous avez dû pendant le passage voir quelques taxis. Ça veut dire que quelqu'un peut déjà investir dans le transport urbain pour la liaison des localités. Le carrefour c'est là-bas et au centre-ville, et en même temps de faire évacuer les produits. Et le volet poussière a complètement disparu sur 10 km. Voyez-vous ce que ça représente? Ça également, ça améliore le mieux-être. Reste à pérenniser ces réalisations afin qu'elles profitent le plus longtemps possible aux populations. Un rôle qui leur incombe en premier. Nous saisissons cette occasion une fois de plus pour leur demander d'assurer le maintien, d'assurer la pérennité, parce que c'est un bien public. Au-delà de la route, il y a également la tribune qui a été réhabilitée sur haute instruction du chef de l'État. Même s'il a fallu du temps, il est désormais aisé de partir du centre-ville de Baham pour Badenkop, en passant par les villages Chénier, Bapi et Bapa, ce qui relevait encore d'un concours de patience il y a 5 mois. Parlons à présent de ce culte d'action de grâce et d'au revoir du pasteur Sobdio David, couplé à la rétrocession des travaux de réhabilitation de la paroisse de Ndiengnyeup par une élite du village à travers sa fondation, les Perles de Frévis. Reportage Jérôme Narcisse Sobzé. C'est dans une ambiance festive et un cœur reconnaissant à Dieu que les fidèles de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Ndiengnyeup, dans l'arrondissement de Bangou, département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest Cameroun, ont dit au revoir dimanche dernier à leur pasteur, le révérend David Sobdio, à la tête de ce temple, voilà pratiquement 10 ans. L'homme de Dieu est désormais appelé à continuer son ministère à Banjoun, notamment dans la paroisse de Moucha. Après 10 ans donc, passés à la tête de cette paroisse, un bilan s'impose. À cette cérémonie s'est greffée la rétrocession des travaux de la paroisse de Ndiengnyeup, entièrement reloquée par une dame de cœur, Madame Nana Yvette, à travers sa fondation dénommée Perles de Frévis. Des travaux qui ont coûté la bagatelle de 7 300 000 francs CFA. Nous sommes déjà des dames sans frontières, ça dit nous n'avons pas de limites dans nos actions. Nous œuvrons là où le besoin nous appelle. Donc quel que soit le secteur, quel que soit le milieu, que ce soit un milieu urbain ou bien le milieu rural, nous sommes toujours présents là où le besoin nous appelle.
Au cours de cette cérémonie, riche en sons et en images, en remerciement des travaux effectués et qui donne désormais un autre visage à cette paroisse, l'Église évangélique du Cameroun, à travers la présidente de la région synodale des Hauts-Plateaux, a décerné à Mme Nana Yvette le titre honorifique de conseillère spéciale de la paroisse de Ndeugneup. Séance tenante, de nombreux présents ont été offerts à cette dame de cœur, ainsi qu'aux autres membres de sa fondation, les Pères de Frévis. Très émue, celle qu'on présente désormais dans cette partie du pays comme une véritable ambassadrice au service des couches les plus défavorisées, a par la suite décidé d'offrir dans les prochains jours des tenues uniques à tous les fidèles de cette paroisse. Et c'est finalement dans une ambiance de grand jour que s'est achevée cette cérémonie. Fermons cette édition du 20h avec cette conférence de presse du ministre de l'administration territoriale qui se tient en ce moment à Yaoundé sur les élections régionales du 6 décembre 2020. Et c'est bien le collège électoral qui a été convoqué par le chef de l'État Paul Biya et non le corps électoral comme précédemment annoncé en début de ce journal. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Serge Aloto dans quelques secondes pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Justement, Julien Berthe Bissaï, vous l'avez dit, les collèges électoraux viennent d'être convoqués dans chaque chef-lieu de département le 6 décembre prochain par le chef de l'État. Vous l'avez dit, Serge Lotou, la date est connue. Les collèges électoraux sont convoqués au chef-lieu de chaque département le 6 décembre prochain par le chef de l'État, Paul Biya. Nous dirons que c'est un décret signé cet après-midi par le chef de l'État, Paul Biya. Il précise ou indique dans ce décret présidentiel que les bureaux de vote seront ouverts dès 8 h et fermés à 18 h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20 h. Madame, monsieur.